Je vais vous parler des pierres et marbres des églises, des monuments commémoratifs en Corse au XIXe, qui est un sujet qui est assez peu connu et qui pose là la question des sources. Est-ce qu'on a des précisions dans les dossiers d'archives sur la question des matériaux, sur leur qualité, leur coût et leur mise en œuvre? En fait, la réponse est non, sauf des cas particuliers très rares au demeurant. Mais le sujet choisi va nous permettre d'évoquer aussi la question des techniques et des échanges. Et on verra que pour les techniques, elles sont généralement identiques pour tous les lieux, et que pour les échanges, ce sont les hommes chargés de leur mise en œuvre qui présentent le plus d'intérêt. Alors, c'est en fait la question des commanditaires et des budgets et des coûts des travaux qui nous intéressent pour les églises en Corse au XIXe. Et on va voir que les pierres et marbres des églises viennent de tous les endroits de Corse, d'Italie et éventuellement de plus loin, en fonction des moyens financiers dont disposent les commanditaires et conseils de fabrique. Et pour cet aspect-là des choses, ce sont les églises bastiaises qui sont le plus bel exemple de la diversité des décors et pavements en marbre ligure, toscan et corse. Ces riches matériaux témoignent du goût des instances chargées de décorer ces édifices et monuments qui constituent en fait notre patrimoine. Pour les églises, on va voir que les marbres sont réservés aux parties les plus visibles, les plus nobles, les dallages, les murs, les piliers, et que l'art du marbrier est très important pour la qualité des décors tels qu'ils seront rendus. Parce qu'on ne peut pas confier à n'importe qui un travail aussi précis. En fait, les décors avec des métaux précieux sont des cas assez exceptionnels, puisque dans la réalité, au XIXe, il y a assez peu de luxe dans les nouvelles églises, et la plupart des décors, notamment dans les églises baroques, les décors sont antérieurs au XIXe. J'ai procédé il n'y a pas longtemps à une enquête sur le travail des architectes diocésains, notamment de 48, année de la naissance du corps, à 1905, date de l'extinction du corps des architectes diocésains. Et l'examen que j'ai fait a porté sur un nombre considérable de dossiers, puisque j'ai pu évaluer entre 15 et 25 dossiers concernant des églises de Corse sont examinés par an pour obtenir un secours de l'État. Et en fait, on constate que la plupart du temps, le comité des inspecteurs généraux des édifices diocésains et paroissiaux est en fait surtout préoccupé par la traque des dépenses inutiles, parmi lesquelles le décor, entre autres. En fait, on est sur des nombres considérables. On fait souvent la même comparaison avec Michel-Édouard Migaglione. On fait le compte suivant, 360 communes, à raison de 2 édifices religieux par commune, ça fait 720. Et si on considère que tous les 30 ou 40 ans, il faut faire des travaux dans ces bâtiments, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail pour les architectes, les maîtres maçons, les décorateurs et bien sûr les marbriers. Toujours à travers l'étude que j'ai faite sur les architectes diocésains, j'ai vérifié le travail de Paul Baudy, inspecteur des édifices diocésains, pendant une 50aine d'années, basé à Ajaccio, parce que les édifices diocésains, ce sont la cathédrale d'Ajaccio, qui est église et cathédrale, l'église paroissiale et cathédrale, le petit séminaire, le grand séminaire et l'évêché. Mais comme c'est un travail annexe,
l'architecte, l'inspecteur qui est sur place, l'inspecteur construit également, fait les plans et surveille les travaux de construction des églises. J'ai repéré dans un état qu'il a fait en 1886 les églises pour lesquelles il était le contrôleur des travaux. Pour l'église de Tsicavo, 60 000 francs en absence à Olmos, Conques, Rennes, Basté, Cutuli-Corticat, Propriane et Cozzani et d'autres. On a là des églises de style néogothique, hein, dans le cas des plans dressés par Paul Puig, mais on a des églises qu'il faut meubler, et c'est ça le plus important. On va les meubler, décorer comment? Avec des marbres, et on fera appel très souvent à des marbres de Corse ou des marbres italiens. Alors je passerai rapidement sur les différents types de marbres, mais on se souviendra que la question de l'exploitation des marbres de Corse est une affaire qui va être très suivie au cours du XIXe. Énormément d'enquêtes sont faites pour déterminer les mines et pour mettre en valeur ce matériau, et notamment les marbres destinés à décorer les églises. J'ai trouvé cet article du journal de la Corse de 2 mars 1946, qui précise 2 ateliers de polissage existent aujourd'hui, l'un à Corté et l'autre à Bastia. Tous les produits sont livrés directement ou expédiés au dépôt général de Marseille. Vous voyez que le marbre corse voyage. Un troisième sera ouvert à Ajaccio. Le conseil municipal de cette ville a concédé gratuitement à M. Iliani l'emplacement nécessaire pour la construction de l'atelier de travail et du dépôt des produits. Curieusement, je n'ai trouvé aucune trace du travail de cet atelier de polissage d'Ajaccio, ce qui prouve le manque de connaissances que l'on a encore de certains aspects des choses. Vous avez ici un exemple des marbres de Serrage, donc 4 colonnes hors de la cathédrale d'Ajaccio. C'est une époque où on continue. L'article qui est à gauche mentionne la qualité de ces marbres. On a comme ça une succession d'articles et de démarches qui visent à favoriser l'essor industriel de la Corse, dont celui-ci qui parle des colonnes que je vous ai montrées précédemment. On a ici un article intéressant également où on parle de M. Tomé, propriétaire des carrières de marbre du Biving, qui propose de faire figurer au prochain concours général quelques-unes des belles colonnes provenant de ces carrières. Je l'ai dit, donc un enjeu industriel important, avec encore cet exemple, avec ce rapport présenté par Carbucci, président de la Société d'agriculture, sciences et arts de Bastia. Nous ne possédions il y a 2 ans qu'un seul établissement pour polir les marbres communs qui carrelage. Nous en avons 3 aujourd'hui en pleine activité: Herbalung, Marmoraille et Castello, dans le canton de Prande. Des serpentines dures des vers de mer ont été trouvées sur les bords du Biving ou dans la vallée du Fang, près de Bastia. La découverte de ces carrières est le bel exemple que produisent les colonnes qui ornent si magnifiquement le palais de justice de Bastia, ont donné du crédit à nos marbres, et 2 compagnies sérieuses se sont formées pour les exploiter et les répandre sur le continent. Alors, pour illustrer ce propos de la qualité des marbres, j'ai choisi, avec l'aide de Michel-Édouard Gaglione, que je remercie, l'exemple de l'église Saint-Jean-Baptiste et de l'oratoire de la confrérie Saint-Roch à Bastia, avec bien sûr les travaux de Giuseppe Bertolucci, artistes pour lesquels aujourd'hui nous disposons d'informations intéressantes. Alors ce Bertolucci, il est originaire de Carrare et il fait partie des très nombreux exilés politiques
à avoir fui l'Italie pour se réfugier en Corse. En effet, au cours de la première moitié du XIXe siècle, les insurrections libérales se multiplient dans les différents États italiens, et c'est ainsi que, parmi les exilés, on va retrouver ce Bertolucci. Il deviendra le principal marbrier bastiais de son temps, travaillant beaucoup pour les églises, les tombeaux et les luxueuses demeures du nord de la Corse. Les registres des comptes des églises de Bastia conservent de très nombreuses traces de son activité. On peut le voir ici à propos des soubassements des piliers de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bastia, constitués de plaques en marbre gris de Corton. L'embellissement de cette même église est poursuivi en 1852 avec la pose de plaques similaires sur les murs périmétraux, ainsi qu'avec l'installation de grands chambranles de portes sculptés dans les marbres turquins de Serrage. Et bien sûr, c'est une société qu'a bâtie Giuseppe Bertolucci chez la compagnie Bertolucci et Franchi, qu'on va retrouver pendant une longue période pour nombre de travaux en Corse. Voilà, ce sont eux qui réalisent la chapelle des fonts baptismaux de l'église, dont je vais vous montrer des exemples du décor. On a ici une vue d'ensemble des fonts baptismaux et au centre une statue par le sculpteur bastiais Pelliccia, ainsi que le fronton en bois peint faux marbre avec un relief en vrai marbre de Pelliccia au milieu. On a à présent un détail de l'autel des fonts baptismaux où on peut voir la qualité d'exécution du marbrier, avec ici un témoignage tressé par l'agent douanier du département dans une lettre qu'il adresse au curé de l'époque, Antonio Lusighi. Il évoque les travaux du baptistère et ne tarit pas d'éloge sur les marbriers. Quant au marbre, pour les balustrades, le carrelage du baptistère, le chambranle des portes, le socle des sous-bassements, il était impossible de confier au premier venu des ouvrages là aussi difficiles par leur exécution que pour l'extraction de cette diversité des marbres gisant dans des localités différentes. Effectivement, ce qui est frappant, c'est l'intelligence de ces artisans, de ces marbriers, pour mélanger des marbres de nature différente pour faire des œuvres très, très intéressantes. Nous avons donc pensé qu'il convenait de contracter de gré à gré avec les sieurs Bertolucci et Franchi, qui exploitent depuis longtemps nos carrières de Corse et qui ont un commerce ouvert avec le continent italien. Ouvriers d'une capacité, d'une expérience et d'une moralité éprouvée, les sieurs Bertolucci et Franchi tiennent à cœur de faire admirer leurs ouvrages d'art afin d'accroître leur bonne réputation. On a un autre exemple du travail de Bertolucci avec l'oratoire de la confrérie Saint-Roch à Bastia, remanié au XIXe siècle, avec une façade redécorée dans le style néoclassique, sur les plans de l'architecte bastiais Jean-Louis Loistre, avec 4 colonnes d'ordre toscan soutenant un entablement couronné d'un fronton triangulaire et avec un grand portail en marbre blanc surmonté de coquille des pèlerins, sculpté en 1860 par Bertolucci. Vous avez ici un autre exemple du travail, enfin vous avez une autre vue du travail de Bertolucci avec un exemplaire de cet acte sous seing privé ainsi rédigé. Moi, Bertolucci, je m'oblige à faire un portail de marbre blanc, clair, de Carrare, selon le dessin signé par le sieur Giovanni Battista Ramarone. Le prix du dit portail reste fixé à 750 francs, sculpté selon les règles de l'art, étant entendu que je m'oblige à le mettre en place à mes frais, selon le susdit, sans que le susdit Ramarone il n'ait à se préoccuper de rien. Les 750 francs me seront payés comme suit, c'est-à-dire 420 par le sieur Ramarone, et le reste me sera payé par le sieur Vial, prieur.
à Bastia le 15 novembre 1860. Vous avez là tous les éléments du marché qui est conclu, qui donne les formes, le prix et qui désigne les personnes chargées de la mise en œuvre. Comme je le disais, les métiers de l'industrie comportant la marbrerie sont en plein essor sous le Second Empire. Et on a là l'exemple des prix qui sont remis à l'occasion du concours général agricole, industriel et des beaux-arts de la Corse qui se tient à Ajaccio en mai 1865, au même moment où est inauguré le monument de Napoléon Ier et ses frères à Ajaccio. On a ici le sieur Bertolucci Giuseppe qui se voit décerner une médaille d'or qui est la plus grande récompense pour son travail. Là, à présent, on va jeter un rapide coup d'œil sur les marbriers à Bastia et Ajaccio, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours qui sont les marbriers. Dans certains cas, c'est ma formule, si on fait venir le marbre d'Italie, on fait venir aussi très souvent les marbriers. Et les documents d'archives, notamment ceux de l'hôpital civil de Bastia, permettent d'en recenser de nombreux. Et là, je tiens une nouvelle fois à remercier Michel Édouard qui m'a communiqué les éléments qu'il avait trouvés lors de ses recherches. Je vais passer assez vite parce que l'heure tourne, mais vous avez un Damien Azzolini qui est hospitalisé en janvier 1864. On sait qu'il est célibataire. On a Charles Blandini qui est marié à Maria Domenica Machiet, hospitalisé en décembre 1866 jusqu'au 17 janvier 1967. On a Cacciaguer Pierre qui est hospitalisé également en 1978. Et là, on a son adresse. C'est intéressant, ce genre de document, parce qu'on connaît notamment la ville d'origine de ces marbriers toscans. On retrouve la même chose avec Dominique André Catine, qui est hospitalisé en janvier 1963. Il est noté qu'il est alors célibataire, que son domicile habituel est fixé à Carrare et que les frais d'hospitalisation seront payés par le consul d'Italie. On a Louis Casola qui est hospitalisé en 1863. André Cortifiole, hospitalisé en 64, il est célibataire. Ça veut dire également qu'il y a de gros chantiers à cette époque-là à Bastia et qu'on a besoin de beaucoup de spécialistes et que malheureusement, comme ils ont besoin d'être hospitalisés, malheureusement pour eux, mais pour nous, on sait qui ils étaient et à quel moment ils travaillaient à Bastia. Et on a Bernard Della Maggiore, qui est hospitalisé également. Puis on a Noël del Pellegrino, qui est originaire d'une petite commune au nord de Livourne, qui va s'installer à Bastia vers 1852-53 et 10 ans après épouser Genovese Affaire et qui se rendent, demeurant en Corse, mais native également d'Italie. On a comme ça, sur ce Del Pellegrino, des informations sur le travail qu'il fait, notamment à l'église de la Porte d'Ampugnane. Et on a ici un détail très précis de son travail. On le retrouve ici au concours général d'Ajaccio de 1865, où il obtient une médaille de bronze. Toujours parmi les marbriers installés à Bastia, Orlando Fancelli,
Et puis, les frères Dominique et Mathieu Cinti, qui sont installés à Bastia et qui vont obtenir une médaille de bronze dans la catégorie marbrerie. Non, je fais une confusion. On a les frères Cinti, dont je vais vous parler dans un instant, mais parmi les lauréats du concours général, on a ici Jean-Baptiste Thomé, qu'on a vu tout à l'heure dans les articles de presse, qui est propriétaire des carrières de marbre du Bivnik, et Orson et compagnie de Bastia, qui obtient également une médaille de bronze. Ça signifie également, je vous ai cité plusieurs entreprises marbriers bastiais récompensées à l'exposition de 1865, c'est parce que leur travail est important, de qualité et reconnu. On va trouver également Pierre Stéphanie, qui dirige son entreprise à Corté. Et puis une entreprise de marbrerie plus contemporaine, puisqu'elle est à cheval sur le 19e et le 20e, ce sont les frères Cinti, pour lesquels on a un peu plus d'informations, et on sait notamment qu'ils vont beaucoup travailler au cours de la première moitié du XXe, notamment avec la construction de monuments aux morts. Et à l'époque, l'entreprise compte 45 ouvriers, dont 12 sculpteurs italiens pour la plupart, installés au 3 boulevard de Cardo à Bastia, avec ici, grâce à cette coupure de presse, à l'occasion de la remise des palmes académiques à Dominique Cinti, on peut lire dans un article tous les monuments qu'il a réalisés, Cervione, Oletta, etc. On a ici un exemple du travail des frères Cinti à l'Île-Rousse, avec notamment dans une chapelle latérale cet autel avec le Saint Jean-Baptiste, je crois, et la sculpture dans le détail, une sculpture par le sculpteur bastiais Pierre-Émile Gourguignon. Les marbriers Ajaccio, on les trouve sur les différents chantiers de la ville, notamment les constructions publiques et les édifices religieux pour des constructions de maisons patriciennes. Alors, on en a moins pour l'instant et moins détaillé que les marbriers de Bastia, mais on a ce Joseph Todt qui obtient un passeport pour se rendre à Marseille, Léon Crouchin qui demeure pour Napoléon. Les informations que je vous présente là ont été recueillies à travers le dossier des passeports des archives départementales, dans lesquelles on trouve énormément de gens qui font des mouvements entre la Corse et le continent, et grâce à leur profession, on peut faire des états de ces gens. On a du Jacques Santamarie, qui habite rue des Glacis en 1972, et également avec les recensements ici. François Card, qui en 1972 demeure rue Cardinal, et Antoine Nard, qui demeure rue Fèche en 1881. À présent, pour illustrer la problématique de ce décor des églises, je vais vous parler de l'église Saint-Roch d'Ajaccio, qui est inaugurée en 1895, et c'est une construction complètement nouvelle. C'est l'architecte ajaccien Barthélemy Mallioli, qui est architecte de la ville et du conseil des fabriques, qui en a dressé les plans et qui va en diriger les travaux. Cette église, qui était attendue par la population ajaccienne depuis très longtemps, est destinée à remplacer l'église Saint-Roch, qu'on appelle San Roque, qui est dans la rue Fèche.
Mais comme Saint-Roch-elle était toute petite et qu'on ne peut pas la vider complètement, il va falloir meubler intégralement la nouvelle église Saint-Roch, qui est très grande, comme beaucoup de ces églises qu'on construit au XIXe siècle. Les nombreux ouvrages en marbre sont confiés à l'entrepreneur Panero, qui construit l'église, et qui est chargé de la fourniture de 2 autels en marbre blanc, d'une chaire en marbre blanc et de couleur, et de 2 bénitiers et des fonds baptismaux. Là, on a le cas, c'est l'entrepreneur de l'église qui est chargé de fournir les objets qui sont demandés. Et on a ici ce contrat passé en décembre 1997 qui précise la nature des ouvrages à réaliser. Le sieur Panero s'engage à fournir 2 autels en marbre blanc, destinés l'un pour la chapelle de la Vierge, l'autre pour la chapelle de Saint-Roch. Ces autels seront en forme de sarcophage avec moulure d'encadrement saillante de 0,05 et motifs décoratifs de croix sculptées dans le panneau central. Les autels seront surmontés de 3 gradins également en marbre destinés à recevoir les chandeliers et autres motifs décoratifs et d'apparat. Le tout sera couronné par un motif de décoration en marbre blanc à forme de niche dans laquelle se trouveront exposés dans l'une la Sainte Vierge, dans l'autre Saint-Roch. Le prix convenu pour l'exécution de ces 2 autels, fait d'après les règles de l'art, conformément aux instructions et croquis donnés par l'architecte et directeur des travaux, est fixé à 2 000 francs, soit 1 000 francs pour chaque autel. Voilà un exemple de contrat marché de gré à gré, parfaitement clair. Et on a les contrats ici pour la chaire en marbre blanc et de couleur et les autels des fonds baptismaux. Alors, il se trouve que grâce à une collection de cartes postales portant sur l'église Saint-Roch, on a le détail, enfin on a une vue des années 1920 montrant les ouvrages dont il s'agit. Voilà la chaire. Et voici, oui, on a la chaire et les fonds baptismaux. Et on a ici les autels secondaires. Et pour compléter le décor de l'église Saint-Roch, on fait appel à Domenico Ca, un sculpteur italien installé à Gênes, et c'est lui qui réalise en 1900 une statue en marbre de Saint Joseph et l'Enfant Jésus, qui se trouve dans un hôtel latéral. Tout ça pour vous montrer à quel point, même une ville comme Ajaccio a du mal à trouver sur place des sculpteurs, et il est obligé encore à s'adresser aux artistes italiens. Alors on a un autre exemple ici, c'est un cas un peu particulier, mais il présente l'intérêt d'être bien documenté. C'est la chapelle impériale à Ajaccio, je le disais, pour laquelle on est bien documenté. À titre de rappel, c'est le cardinal Fesch qui avait demandé qu'on construise une chapelle mortuaire. Il y avait dédié une certaine somme, mais Joseph Bonaparte n'avait pas pu s'occuper d'exécuter son vœu, et c'est Napoléon III qui va s'en charger, et il confie les plans et les travaux à 2 architectes de la couronne, Alexis Paccard et secondé par Cazeneuve. C'est un dossier pour lequel on a un exemple de suivi de chantier particulier, dans la mesure où les archives sont réparties en plusieurs lieux, mais moi-même j'ai dépouillé des archives nationales en m'intéressant plus particulièrement au rôle de Jérôme Magnot, le père de Barthélemy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que je voulais savoir quel avait été son rôle là-dedans. Mais parallèlement, il y a d'autres fonds d'archives, qui sont les archives nationales, et qui permettent de suivre semaine par semaine l'état d'avancement des travaux. Et donc, on a ici, et je vous en donne des exemples rapidement, je ne les dirai pas,
Mais on a, par type de travaux, des détails très intéressants, notamment ce qui concerne les personnes qui travaillent là-dessus. On a des détails sur les stucs de la chapelle impériale. Je vous ai montré une vue tout à l'heure. Ça sont les décors, mais c'est vrai qu'il y a une très grande richesse dans la décoration. Là, on sait que les stucateurs étaient toscans. Pour les marbres, on a assez peu d'informations sur les hommes chargés de la mise en œuvre, mais on a des informations sur le coût des travaux et sur leur durée. On a ici également le point sur les travaux de menuiserie, de peinture, encore les stucs, les travaux de marbrerie, et donc on a ici, pour le cas de la chapelle impériale, des informations de première qualité, et notamment on en a ici sur les raisons justifiant le dépassement du budget. Alors ce qui est intéressant, au-delà de ces informations de qualité, c'est la suite donnée, juste au moment de l'achèvement des travaux, à un contentieux introduit par l'humble artiste Giuseppe Bertolucci, ouvrier marbrier, sujet italien, à propos des quantités de pierres de Saint-Florent qu'il a fournies pour les travaux de construction de la chapelle impériale. Alors, ces pierres de taille de Saint-Florent ont été acheminées par la voie maritime, et d'une certaine manière, je réponds à une question qui avait été évoquée tout à l'heure. Effectivement, c'est par voie maritime qu'on achemine la plupart des matériaux qui servent à des constructions en Corse, mais on n'a pas encore d'études sur justement le détail des transports de marchandises de cette nature. Donc, le sieur Bertolucci a été payé à hauteur de 62 000 francs pour la fourniture des pierres de taille de Saint-Florent qui sont, puisque la chapelle impériale, on s'en souvient, est construite, vous les voyez là, avec des blocs de Saint-Florent, provenant des carrières de Saint-Florent. Et donc, la question est lancée de savoir si Bertolucci a été payé pour la réalité des matériaux fournis, et comme les experts ajacciens refusent de donner leur avis dans cette affaire, on fera appel à des experts venus de Bastia qui constatent qu'il y a bien un préjudice pour Bertolucci, et si Cazeneuve, qui suivait les travaux, est mis hors de cause, en fait, c'est Maglioli qui est condamné à une amende de 10 000 francs. Et alors Maglioli va faire appel, bien évidemment, et au cours de l'année 1860, à la suite des échanges de courriers, on s'aperçoit que Maglioli était responsable du chantier parce que malheureusement, l'entrepreneur Raymond, ne sachant pas faire les comptes et ne sachant pas mener son entreprise, c'est Maglioli qui faisait une partie du travail pour lui. Donc du coup, Maglioli était devenu en même temps responsable du chantier. Et, Claude, oui, je te presse un peu, mais le temps passe et Jean-Sébastien Bach... D'accord, mais là, il me reste 10 minutes. Voilà. Donc, j'avais achevé la première partie de ma présentation. Maintenant, les pierres et marbres des monuments commémoratifs au 19e, ce sera plus bref et plus rapide. Il s'agit en fait d'essayer de faire le point sur nos connaissances sur le sujet des matériaux constituant
les piédestaux, les socles piédestales de ces monuments. Parce que, alors que pendant longtemps, les statues étaient en marbre, elles avaient une structure de présentation assez simple. À partir du moment où on passe du marbre au bronze, on a des compositions bien plus importantes. Alors, on a une nouvelle connaissance de certains éléments du sujet grâce au catalogue d'exposition organisé par la Maison Bonaparte dans le marbre et les reins, et notamment en ce qui concerne les matériaux, par un article écrit par Alain Gauthier sur les roches ornementales de Corse au 19e et début du 20e pour les monuments commémoratifs. En voilà une page. L'intérêt de cet article d'Alain Gauthier, c'est qu'il donne notamment des précisions sur la nature des pierres utilisées et il donne également la liste des monuments ayant utilisé les roches corses tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'île. Alors, pour se remettre les choses en perspective, quelques dates en relation avec la statuomanie. Je vais aller un peu vite, mais la statuomanie, c'est le phénomène qui consiste à statuer les personnages célèbres, et en Corse, on en a beaucoup, et on va suivre ce mouvement qui se présente un peu partout en France et dans l'Europe, et mettre en avant les personnages célèbres. Donc, dès 1850, on a la statue de Bonaparte, premier consul, par laboureur, en marbre, et ça s'explique parce qu'elle a été exécutée au début du 19e. On va retrouver le même phénomène pour une autre statue. Et puis on a ensuite, en 1854, le début, en 52 même, l'inauguration du monument Pascal Pave par Varèse. En 54, 3 inaugurations. En 56, une. Et ça se poursuit. En 1865, Napoléon et ses frères. Le monument général à Rive de Casano, duc de Padoue, en 68 à Corté. En 1887, vous voyez, il faut attendre une vingtaine d'années pour voir de nouvelles inaugurations de monuments commémoratifs. En 1890, le monument San Piero Corso à Bastille, et 1900, le général Gafford par Aldebert à Corté. Alors, quelques mots sur ces 3 monuments d'Ajaccio, pour souligner notamment que dans certains cas, on ne connaît pas, on a très peu d'informations sur le coût de ces monuments. Connaître le coût final d'un monument, c'est très important parce que si le comité pour l'érection du monument a bien fait ses comptes et les a bien donnés, on sait quelle est la part des choses. Je vais vous le montrer dans un petit moment. Et dans certains cas, on ne sait pas combien a coûté le monument à Batouch, mais on sait que le monument du cardinal Fesch, construit 2 ans plus tard, atteint un coût de 40 000 francs. On en a ici le détail du piédestal du socle et du piédestal du monument à Batouch, avec du marbre blanc de Corse sur un empiètement de granit rose de Piètre ou sénite à Piètre. On a ici, pour le cardinal Fesch, un peu plus de détails, dans la mesure où on sait que en 1843, le conseil municipal avait délibéré, en émettant le vœu qu'une statue en marbre soit érigée à la mémoire du cardinal, et puis il faut attendre une dizaine d'années pour voir un monument avec une sculpture en bronze. On est passé du marbre au bronze. Et là, on a des détails, puisque on sait que Vital Dubray, par des échanges de correspondance,
pense qu'il faut faire appel à Bertolucci et Franz de Bastia, en même temps qu'il pense, le sculpteur, que le comité souhaite utiliser des marbres et granites de Corse. Finalement, c'est Joseph Luciani qui est sollicité. Il propose en début 1855 de fournir du marbre Diaspro à Font-Rouge de l'Aide pour un montant de 6 000 francs. Projet de marché qui est validé par le conseil municipal, mais Luciani doit se dédire peu après car il a constaté qu'il ne peut extraire suffisamment de blocs de la même nuance de sa carrière. Finalement, Jérôme Maglioli, qui est le nouvel architecte de la ville, propose de modifier le contrat pour utiliser du marbre de Carrare de deuxième qualité avec un emmarchement en granit rose de la carrière de la Rose à Vistincone et commune d'Apieto. On a ici, pour le monument de Napoléon Ier, la chance d'avoir le rapport de Viollet-le-Duc, qui lui est enfin un rapport détaillé où on sait exactement, on a tous les postes de dépenses et on voit que sur un total dépensé de 161 674 francs, 11 197 le sont pour le piédestal en granit rose d'Apieto. Voilà enfin un dossier sur lequel on a... Mais on n'a pas pour autant les factures, les quantités, les prix unitaires. Vous voyez, on est quand même encore dans la recherche d'informations. Avec un exemple ici, et j'ai des images que je vais vous passer rapidement pour que vous puissiez voir l'évolution du monument. Voilà tel qu'il avait été figuré par Viollet-le-Duc. Napoléon et ses frères regardent le large, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà l'état d'élaboration des plans, parce que, effectivement, construire un monument, c'est non seulement trouver l'artiste qui va faire le bronze, mais c'est également trouver l'architecte qui va dessiner le piédestal, mettant en valeur la statue. Et très souvent, les sculpteurs donnent des détails, donnent des précisions, donnent des ordres à l'architecte communal qui va mettre en œuvre les instructions du sculpteur. Là, c'est Viollet-le-Duc, qui n'est pas sculpteur, mais architecte, qui va donner exactement les indications pour que Jérôme Maglioli exécute un piédestal correct. On l'a vu sur les excèdres qui étaient dans le projet d'origine. On a ici une vue plus détaillée et on a ici des vues d'époque qui montraient comment les choses étaient. Alors, en dehors d'Ajaccio, on a d'autres monuments sur lesquels on va trouver des marbres de Corse. On a ici, parce que j'ai préféré respecter l'ordre, ce buste en marbre de Varèse, représentant Pascal Paul. C'est un des rares bustes en marbre que l'on puisse trouver en Corse. On a à Bastia la statue colossale de Napoléon Ier par Bartoli, qui à l'origine était destinée au port de Livourne. Et la commande par Elisa Baccio, qui a été mise de côté à la chute de l'Empire, elle est restée dans l'atelier de l'artiste, et puis finalement c'est la ville de Bastia qui l'a achetée, et pour construire le socle et le piédestal, on fait appel à qui? À Lorenzo Bartoli, à Bartoli, qui est donc chargé à Bertolucci, pardon. Pour le monument du général Paoli, par Huguenin à Corté, on a quelques informations techniques, notamment grâce à une coupure de presse où on sait que c'est un certain Volpi, entrepreneur du piédestal, et contremaître Barbrier qui a dirigé l'exécution de ce travail pour
apprend que tout le monde s'est félicité du travail exécuté d'après les plans de Deligny, architecte du gouvernement à l'Institut de France, qui souligne le rôle des architectes, comme je le disais avant. Quelques années plus tard, à Corté, le monument du général Harry du Casanova par Bartholdi avec l'architecte Panatz se charge de l'exécution du piédestal en granit verni aux minéraux orientés ou granit alpinisé. Et c'est là qu'on apprend que Panatz aurait découvert une riche carrière d'un beau granit situé sur l'un des versants de la Restogne. Et que grâce à ça, le comité a payé bien moins cher que si on avait utilisé le granit de l'Alcajol comme prévu à l'origine. Pour le monument du général Gafford par Émile Aldebert, inauguré en 1900, on retrouve du marbre et granit de Corté. Et ensuite, c'est l'avant-dernier, le monument de Monseigneur Gazelle d'Istria, évêque d'Ajaccio à Vico, la statue est de Vital Dubray, et le socle est en plaque en marbre de la Restogne, placé au centre d'une fontaine en granit. Et là, cette vue vous permet de voir la diversité des matériaux utilisés pour ces monuments commémoratifs, diversité qui découle des configurations des lieux, des budgets et des choix des matériaux, constat illustré par la statue de San Piero Porto, dont le socle a été construit en granit, comme l'avait souhaité, demandé Vital Dubray. Et même au moment du déplacement de la statue, on garde le même esprit avec un socle en granit du pays. Voilà. Et je suis arrivé au terme de ma communication qui a permis de voir l'intérêt du sujet et sa diversité, qui a permis également de montrer la diversité des sources qui seules permettent d'avoir des informations permettant d'apprécier le travail effectué sur les marbres et les pierres, et puis surtout, je n'ai pas eu le temps de trop l'évoquer, mais le lien entre les architectes et les entreprises en charge de la mise en œuvre de ces matériaux. Voilà, merci pour votre attention.